Invité du week-end, bienvenue sur ce plateau. Certainement, vous l'avez remarqué que notre plateau n'est pas sur la place des évolués comme d'habitude. Nous l'avons déplacé ici au bureau des CAGDFT, qui est une organisation de la société civile très impliquée dans les questions de l'aménagement du territoire, mais aussi dans les questions foncières et des questions forestières. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre les différents principes qui sont inclus dans la nouvelle loi, la loi sur l'aménagement du territoire qui a été promulguée par les chefs de l'État le 1er juillet de cette année. Alors, pour ce faire, je vais recevoir sur ce plateau Maître Trésor Ngilima, il est expert de la société civile, membre des CAGDFT. Bonjour Trésor. Bonjour Monsieur Alfred. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors, vous savez, les week-ends, on ne s'appelle pas Messi, on s'appelle Trésor Alfred. Donc, sens-toi à l'aise parce qu'on va se tutoyer. Merci beaucoup. C'est question de simplifier la compréhension de cette question assez technique, parce que lorsqu'on parle de l'aménagement du territoire, bon, ça reste quand même très technique aussi. Hein? Oui. Je pense que tu es d'accord avec moi sur ces points. Oui, tout à fait. Ça veut dire quoi concrètement? Ça fait allusion à quoi? Bon, merci d'abord pour la parole et l'opportunité que tu nous accordes de pouvoir échanger autour de cette question liée à l'aménagement du territoire. En des termes simples, pour que vous puissiez comprendre, aménager désigne donc un ensemble d'opérations qui consiste à disposer les activités, les êtres humains, les infrastructures collectives, les services étatiques de manière ordonnée. Okay. Donc, pour ne pas emprunter les définitions qui sont très longues. Mais c'est différent avec l'urbanisme. C'est différent ou bien c'est la même chose? Parce que dans l'urbanisme aussi, c'est une façon de disposer, ainsi de suite, pour que ça soit en ordre aussi. C'est quoi la différence en ce moment-là? Bon, je pense que ce n'est pas vraiment la même chose, parce que là, ça nous renvoie même à la genèse. Hein? Donc, la planification spatiale en RDC est régie par un texte qui date de l'époque coloniale et qui porte sur l'urbanisme. Ouais. Et dans ces textes, vous allez trouver, il y a quand même quelques aspects liés à l'aménagement du territoire, mais pas sur l'ensemble du territoire national. Okay. C'est beaucoup plus de plans au niveau de la ville. Oui. Mais avec l'aménagement du territoire, ça prend en compte presque tous les espaces du territoire national. Okay. La différence, c'est à ces niveaux-là. Ah, super. Et les compétences sont clairement définies par l'ordonnance qui fixe les attributions de ministères sectoriels. Ouais. Donc, l'aménagement du territoire a ses attributions qui ne sont pas les mêmes que celles reconnues au ministère de l'urbanisme, bien qu'ils exercent tous sur un espace physique. Exactement. Mais quand vous dites la loi qui date de l'époque coloniale, je réalise que c'est depuis 1957 que cette loi existe. Et aujourd'hui, nous sommes en 2025 pour avoir une loi totalement dédiée à l'aménagement du territoire. Bon, quels étaient les problèmes pour qu'on en arrive là? Oui, justement, c'est comme je vous ai tantôt dit, donc c'est un texte colonial. Aujourd'hui, la RDC a déjà, je crois, on venait de fêter les 65 ans d'indépendance. Donc, il y a eu beaucoup d'évolutions que la RDC a y enregistrées. Les évolutions, notamment au niveau de son organisation politique, au niveau de son organisation administrative, territoriale, et même aussi au niveau de secteur de la vie nationale. Donc, il y a eu beaucoup d'évolutions. Et au-delà de ça, le pays est confronté ou fait face à plusieurs contraintes, notamment pour des questions liées, disons, à la planification spatiale. Donc, il y a la contrainte liée à la coordination, par exemple, des interventions sur les espaces physiques. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs sectoriels, plusieurs acteurs qui interviennent. Mais comment maintenant coordonner toutes ces interventions-là? Donc, il s'est posé un problème. Donc, ces textes-là ne permettaient pas, en tout cas, qu'il y ait un cadre qui puisse coordonner les différentes interventions. Nous avons également noté les conflits entre institutions, surtout en matière d'affectation des espaces, en matière d'affectation des zones. Il y a trop de conflits et ces conflits
sont souvent liés aux superpositions des droits et titres spatiaux. Et donc, ce genre de conflits, ces textes coloniaux ne donnaient pas vraiment l'opportunité, n'offraient pas un cadre qui pouvait permettre à ce qu'on puisse régler ces différents conflits-là. Donc, tout ça, et puis, il y a aussi l'exigence, l'exigence de se conformer aux prescrits de la Constitution qui est en vigueur, donc qui fait de l'aménagement du territoire un domaine partagé entre l'État central et les provinces. Okay. Donc, il fallait qu'on ait vraiment une loi qui soit adaptée à toutes ces réalités, qui puisse aussi aider le pays à résoudre toutes ces contraintes que j'ai ici évoquées. Alors, la RDC vient de franchir une étape cruciale, c'est notamment la promulgation de cette loi. Ouais. Je peux dire 67 ans ou bien 68 ans après, donc selon vos propres mots. Quel a été le rôle de CAGEDFT, qui est votre organisation, dans le processus d'élaboration de cette loi? Quelle a été votre contribution dans tout ça? Merci beaucoup pour cette question. D'emblée, je commencerai d'abord par préciser que le Centre d'appui à la gestion durable des forêts tropicales, CAGEDFT, c'est une organisation des droits congolais qui fixe ou qui travaille beaucoup plus sur des questions liées au renforcement des capacités des acteurs, aussi à la mobilisation des acteurs qui sont impliqués dans des questions liées au plaidoyer. Et donc, nous faisons également les suivis des différentes réformes qui sont en cours en RDC, comme vous l'avez souligné au début de l'émission, et particulièrement pour ce qui concerne ces processus liés à l'aménagement du territoire. Il faut dire que le CAGEDFT a eu vraiment à jouer un rôle important. Pourquoi? Parce que nous avons, pas seulement nous, parce que nous travaillons toujours en synergie avec d'autres organisations de la société civile qui militent aussi qui font aussi les suivis de plaidoyer pour que les droits des communautés locales soient pris en compte dans les différents textes qui sont élaborés au niveau du Parlement. Et pour l'aménagement du territoire, oui, nous avons, avec la mise en œuvre d'un projet que CAGEDFT met en partenariat avec notre partenaire RFN, Rainforest Foundation Norway, nous mettons en œuvre un projet qui milite beaucoup plus pour la prise en compte des droits des communautés locales dans les différents cadres légaux et cadres légal et institutionnel. Ouais. Alors, nous avons organisé des séances, des ateliers, des formations, des renforcements des capacités au niveau national où nous avons mis les différents acteurs ensemble pour essayer de réfléchir sur le projet de loi. Nous avons eu des séances d'analyse avec certains acteurs de la société civile, des réunions bilatéraux avec même le service étatique, notamment la cellule qui s'occupe de cette réforme liée à l'aménagement du territoire, la CAT. Nous avons eu aussi à travailler avec le secrétariat général, les experts de l'administration. Et à la fin, il y a eu quand même de notes de contributions, de notes de propositions d'amendements par rapport à ces projets de loi qui nous ont poussé à aller jusqu'au niveau du Parlement, la chambre basse du Parlement. Nous avons eu la grâce, le privilège de faire partir des experts qui ont été invités au niveau de la commission permanente en charge de l'aménagement du territoire qui devait procéder à l'examen de ces projets de loi article par article. C'est alors que nous avons défendu nos contributions, les éléments que nous avions eu à relever et aussi nos propositions d'amendement, gloire à Dieu, et au moins 70% ont été intégrés. Okay. Et donc voilà, au niveau provincial également, nous avons eu à réunir les acteurs autour de ces processus. Ils ont réfléchi, ils ont donné aussi leurs opinions et nous avons fait couler toutes ces opinions ou préoccupations dans des notes dont je venais d'évoquer tantôt. Donc voilà un peu
la contribution des CAGDFT dans ces processus, et pas seulement celle, comme je l'ai dit, nous l'avons fait ensemble avec, par exemple, l'organisation GeoFest Development, il y a IRI RDC, il y a la DGPA, il y a BVGRN, donc GTCR, CTID2, donc nous avons travaillé ensemble avec tous ces acteurs de la société civile qui militent pour que les droits des communautés locales et peuples autochtones soient en tout cas pris en compte dans les différents cadres législatifs. Est-ce qu'il y a-t-il des principes qui consacrent réellement la protection et la promotion des droits des peuples autochtones, pygmées et des communautés locales dans cette loi? Ok, je dirais la loi relative à l'aménagement du territoire, c'est une loi qui prend en compte aussi les besoins vitaux des communautés locales. Et si vous lisez le texte, vous allez vous rendre compte que, par exemple, on prévoit les plans simples d'aménagement du territoire. Et nous savons que c'est au niveau des entités locales. Donc, au niveau local, donc c'est une opportunité accordée aux communautés de pouvoir planifier la gestion de leurs espaces. Et aussi, la loi prend en compte le principe de la participation. Et dans la participation, on voit tous les acteurs, y compris les délégués de la société civile, il y a des représentants de peuples autochtones, et cette participation, c'est même au niveau des organes qui sont chargés de décider sur la manière, sur les opérations, disons, liées à l'aménagement du territoire. Donc, il y a, par exemple, on consacre le respect des sauvegardes environnementales et sociales. Donc, ce sont ces différents éléments-là qui prennent vraiment en compte le droit des communautés locales et peuples autochtones dans la présente loi qui vient d'être promulguée. Et dans promulguée. ces sauvegardes environnementales et sociales, comment les communautés sont réellement prises en charge? Oui, le bien fondé de ces principes, c'est qu'on voudrait à ce que toutes les opérations qui sont réalisées dans le cadre de l'aménagement du territoire, ou les projets, programmes qui ont une incidence sur la gestion spatiale, on voudrait que ça respecte, au moins ça tienne compte de ces sauvegardes-là, pour que le droit des communautés ne soit pas négativement impacté, Donc, le bien fondé de ces principes, c'est à ce niveau-là. Et du coup, une société, un entrepreneur, un acteur qui voudrait réaliser ces activités et qui ne tiendrait pas compte du respect de ces sauvegardes, en tout cas, avec la nouvelle loi, ça sera difficile que ces projets-là soient mis en œuvre. Parce qu'on tient compte à ce que le droit des communautés soit respecté et le respect de règles environnementales, parce qu'on tient aussi compte de la durabilité des ressources et surtout avec les enjeux liés au changement climatique. Donc, on tient compte du respect des sauvegardes environnementales et sociales. Et pour moi, je pense que ce sont là les éléments qui viennent garantir la protection des droits des communautés locales et peuples autochtones sur les espaces. Et quelles sont les innovations qu'apporte cette nouvelle loi? En termes d'innovation, il faut noter que, premièrement, c'est d'abord une loi qui vient matérialiser une politique d'aménagement du territoire, qui est un document qui définit la vision de l'État par rapport à la gestion du domaine. Donc, ça vient matérialiser les options de la politique. Et en termes d'innovation, il faut noter, par exemple, au niveau de tous les échelons territoriaux, l'obligation est faite d'avoir des outils de planification. Au niveau national, il y a le schéma national d'aménagement du territoire. Au niveau provincial, il y a le plan provincial d'aménagement du territoire. Et au niveau local, il y a les plans simples d'aménagement du territoire. Donc, c'est juste pour permettre à ce que les domaines, la gestion ou les opérations, les affectations ou comme je disais, qu'il y ait quand même une certaine cohérence dans la manière de gérer nos espaces. Donc, il faudrait qu'il y ait des plans
Ces plans-là doivent clairement définir quelles sont les différentes zones, comment est-ce que les affectations doivent se faire, en tenant compte aussi de certains aspects liés à l'écologie, à l'environnement, donc, et aussi de besoins qui sont vitaux pour le développement de ces entités territoriales que je venais d'évoquer. Remarquez qu'on a institué les organes de gouvernance d'aménagement du territoire. Donc, au niveau national, il y a un Conseil national d'aménagement du territoire qui est comme un cadre de consultation qui met en place, qui regroupe différents acteurs, différents ministères sectoriels où ils réfléchissent pour décider sur les différentes questions liées à l'aménagement du territoire. Donc, c'est juste pour éviter qu'il y ait des décisions qui puissent blesser ou préjudicier les autres. Donc, il y a ces cadres-là où les différents sectoriels discutent et lèvent des options par rapport aux décisions qui doivent être prises à ces niveaux. Au niveau provincial également, on a prévu un conseil provincial d'aménagement du territoire qui réunit aussi les acteurs au niveau provincial qui sont impliqués dans les opérations liées à l'aménagement du territoire, qui donnent aussi les avis. Donc, c'est vraiment un cadre qui décide de ce qui doit être fait et comment ça doit être fait au niveau de province. Pareil aussi au niveau local, il y a des conseils locaux d'aménagement du territoire. Donc, ils sont là pour rassurer ou bien assurer vraiment l'arbitrage, pour qu'il n'y ait pas de désordre, pour qu'il y ait une très bonne coordination des opérations à chaque échelon. Et comment les communautés sont impliquées dans ces différents organes de gouvernance, que ce soit au niveau local, provincial, au niveau national? Comment c'est organisé? Bon, il faut déjà, au niveau national, je pense qu'il y a eu un débat à ce niveau lorsque nous étions au niveau de la commission. L'idéal était vraiment que tous les acteurs qui travaillent dans le secteur de l'aménagement du territoire soient impliqués ou fassent partie de cet organe-là. Malheureusement, les élus ont décidé que ces conseils puissent regrouper uniquement les différents ministères sectoriels. Ministères sectoriels, donc c'est à ce niveau-là que les différents ministères vont se réunir pour discuter, décider sur différentes questions liées à l'aménagement du territoire. Mais cela n'aura-t-il pas de l'impact sur les décisions, d'autant plus que les décisions qui sont prises au niveau national sont exécutoires au niveau provincial, au niveau local également? Ne pensez-vous pas que cela va influencer tant soit peu les décisions au niveau où les communautés sont peut-être représentées, d'autant plus qu'ils ne sont pas au niveau national? Bon, il faut d'abord commencer par souligner que nous sommes dans le cadre aussi de la décentralisation. Ah, c'est la façon de parler, mais en réalité, on est toujours concentré. Et comme j'avais aussi relevé au début, les domaines de l'aménagement du territoire, c'est un domaine qui est pas comme la Constitution fait de cela, un domaine de compétences partagées entre l'État central et les provinces. Ça veut dire que les provinces aussi, voilà pourquoi on a institué aussi un conseil provincial d'aménagement du territoire. Et c'est là où se trouvent les communautés? Oui, c'est à ce niveau-là qu'on trouve quand même la participation des délégués de la société civile, des représentants des communautés locales et peuples autochtones. Mais au niveau local, c'est là où nous nous sommes bâtis pour que, en tout cas, les communautés locales et peuples autochtones puissent aussi faire partie de ces conseils parce que les travaux, les activités se déroulent dans les zones que ces communautés-là habitent. Donc, il faudrait qu'ils soient ou qu'elles fassent partie de ces conseils pour qu'eux aussi puissent, en d'autres termes, décider de la manière dont la planification s'est faite au niveau de leurs entités. Mais est-ce qu'il y a-t-il un mécanisme mis en place pour permettre à ce que les communautés puissent peut-être revenir sur une décision prise au niveau national? Je pense que à ce stade, il n'y aura pas vraiment de problème. Okay. Pourquoi? Parce que il y a un schéma national d'aménagement du territoire. Si au niveau de province, on a des plans, au niveau local, nous avons aussi des plans, mais tous ces plans-là, donc c'est comme ça vient de la base, ça monte jusqu'au niveau national. Et au niveau national, on centralise toutes les données, tous ces plans-là.
dans ce que nous appelons un schéma national. Je ne pense pas que les décisions qui seront prises au niveau national auront vraiment pour effet d'impacter négativement sur les décisions au niveau des provinces, étant donné que c'est un domaine de compétences partagées par la volonté du constituant. Mais c'est comme je disais, l'idéal aurait été qu'on fasse aussi participer, par exemple, les acteurs de la société civile au niveau national. Nous avons aussi les secteurs privés au niveau national. Donc, nous avions vraiment suggéré qu'à l'époque, lorsque nous débattions, nous étions en train d'éclairer la lanterne de nos élus. On tenait vraiment à ce qu'à ce niveau-là, qu'on fasse partir même les scientifiques, parce que ce sont quand même des gens qui s'intéressent aussi à ces questions, qui travaillent dessus. Les cas, par exemple, des CAGDFT, imaginez si nous faisions partie de ces membres, de ces conseils. Donc, on porterait les aspirations des communautés à ces niveaux-là, mais malheureusement, les élus ont opposé leur droit de veto. Donc, à ce point-là, vous avez échoué. Bon, je ne dirais pas échoué, mais nous n'avions pas les leviers nécessaires pour... Voilà, on intervenait, mais on n'avait pas une voix délibérative. Okay. Donc, c'était aux élus de décider à la fin, malgré tous les arguments qu'on pouvait mettre à leur disposition, mais au finish, ils procédaient toujours par le vote. Donc, je ne dirais pas que nous avions... Vous pensez que c'est améliorable? Donc, Oui, c'est améliorable dans le sens qu'après l'adoption ou la promulgation de cette loi, il y a une étape importante qui nous attend. Donc, c'est l'étape qui consisterait à prendre des mesures d'application de cette loi-là pour sa bonne mise en œuvre. Et je pense que les ratés au niveau du Parlement peuvent être comblés, même au niveau, peuvent être comblés par des textes ou des mesures d'application. Donc, je pense qu'on pourra quand même récupérer certains éléments que nous n'avons pas pu voir dans la loi, être intégrés dans ces mesures d'application. Est-ce que vous pensez que cette loi garantit suffisamment l'approche participative, ouverte, intégrée, coordonnée? Oui, exactement, parce que si vous lisez même l'objet de la loi en question, vous allez voir que la loi vise vraiment à assurer de manière cohérente la gestion spatiale à tous les échelons. Et un tel travail ne peut pas se faire sans qu'on puisse mettre en œuvre ou sans qu'on puisse recourir à l'approche participative des acteurs. Donc, il y a différents acteurs. L'aménagement, c'est un domaine transversal. Donc, il ne peut pas réussir cette mission sans pour autant mettre ou prioriser la participation des autres acteurs. Donc, la meilleure coordination se fera à travers ces échanges permanents avec les autres ministères sectoriels et autres acteurs. Et c'est seulement à ce niveau-là qu'il sera en mesure d'assurer l'arbitrage. La loi vient, elle trouve déjà des problèmes, des vrais défis, notamment la superposition des titres, on l'avait dit. Aujourd'hui, en RDC, les terres sont presque toutes occupées. Je peux dire toutes les terres sont occupées par des titres. La loi vient, déjà ces conflits existent. Comment l'arbitrage va se faire? Donc je répondrai en deux temps. C'est vrai qu'avant la promulgation de cette loi, il y a déjà des provinces qui ont commencé à expérimenter l'élaboration des outils d'aménagement du territoire. Et la loi vient maintenant poser les principes. Donc elle intervient en d'autres termes en aval. Alors l'obligation sera faite maintenant à tous ces outils qui ont été élaborés au niveau, que ce soit au niveau provincial, local, de se conformer aux prescrits ou aux principes de la loi. Parce que en dehors de la loi, il y a des guides méthodologiques que le ministère a élaborés, mis à la disposition des acteurs. Lorsque vous voulez élaborer un plan
provincial d'aménagement du territoire, vous devez vous conformer à ces guides-là. Donc, si vous avez respecté les exigences du guide, donc ça ne poserait pas vraiment de soucis parce que lorsqu'on va vous demander de vous conformer, on verra si lors de l'élaboration, vous avez tenu compte, par exemple, ce que je vous disais, de sauvegarde environnementale et sociale. Vous avez tenu compte de la participation, du principe de la participation, de la durabilité. Donc, on verra tout ça. Si on constate que ces plans-là a effectivement respecté, il n'y aura pas de problème. Parce que... Mais si ça n'a pas respecté? Non. Si ça n'a pas respecté, ça sera difficile qu'on approuve. Parce qu'il y a la procédure d'approbation qui est consacrée dans la loi. Okay. Donc, il faudrait que tous ces plans-là soient approuvés. Et il y a toute une procédure d'approbation. Donc, un outil qui n'a pas respecté le principe établi ne sera pas approuvé. Donc, n'aura pas cette valeur contraignante, en d'autres termes. Mais aussi, par rapport, le deuxième volet, c'est qu'il faudrait quand même préciser que, par exemple, les terres qui ont déjà reçu une destination avant la promulgation de la loi a pris aussi cette question-là en compte. La loi ne vient pas pour dire que voilà, si ça a été effectivement, ça a respecté les principes, les règles, la procédure, que ce soit sur le plan de la forme et du fond, eh bien, ça gardera leur statut. Donc, les statuts ne changera pas, mais seulement, il y a, je crois, une exception. C'est lorsque maintenant, on veut, par exemple, procéder aux opérations d'aménagement du territoire et qu'il y a vraiment un besoin qui s'est fait sentir pour que cette zone qui était qui avait connu déjà une destination et qu'il y a ces besoins-là d'élaborer le plan qui voudrait que cette zone-là puisse intégrer. Donc, on peut recourir exceptionnellement. Donc, cette destination initiale peut connaître quand même des modifications, mais pas de manière autoritaire. Donc, ça fera toujours l'objet d'arbitrage au niveau de ces différents conseils d'aménagement du territoire que je vous ai évoqués. Donc, mais en ces cas-là, si par exemple les propriétaires des titres se disent ne pas être intéressés peut-être à se conformer parce que ces titres sont en bonne et due forme, qu'est-ce qui est prévu? Bon, en fait, la loi, quand elle est édictée, elle s'impose à tout le monde. Et surtout, promulguer, c'est une loi qui s'applique à tout le monde, sans exception. Et tout celui qui voudrait exercer en RDC doit aussi s'y conformer. Comment cette loi va aider à protéger les ressources naturelles? Ok, c'est une très bonne question. Je crois que la protection de ressources naturelles est prise en compte par l'un des principes qui est étayé dans la loi. On parle de la durabilité. On prévoit le principe de la durabilité des ressources. Pourquoi on voudrait qu'on mette l'accent sur la préservation des écosystèmes. Et quand je parle ici des écosystèmes, c'est-à-dire que ce soit des tourbières, que ce soit dans le cadre de l'exploitation des ressources naturelles, forestières, il faudrait qu'on tienne compte de ces principes de la durabilité. Ce qui nécessitera le respect de la sauvegarde environnementale, par exemple. Donc, il faudrait respecter ça parce que il faudrait que les ressources soient gérées de manière rationnelle et durable. Donc, ces principes déjà répondent à cette question. Donc, toutes les opérations qui devront se faire ou les projets, les programmes qui seront mis en œuvre dans les cadres qui auront une incidence sur la gestion spatiale devront garantir la durabilité des ressources naturelles. Donc, un projet qui vient pour... je dirais que pour ne pas prendre en compte ces principes-là aura du mal à être mis en œuvre. Pensez-vous par exemple que les projets d'exploitation pétrolière et gazière en RDC répondent à tous ces principes-là?
Oui, c'est un principe qui s'applique aussi dans ces secteurs-là. Dans ces secteurs. Non, mais déjà, avec les nouveaux blocs qui sont en cours des discussions actuellement, il n'y a aucune étude d'impact. Parce que vous avez parlé de la sauvegarde environnementale. Oui. Comment allez-vous assurer la sauvegarde environnementale, d'autant plus qu'il n'y a même pas d'études? Vous ne voyez-vous pas que, quelque part, déjà, pour ne prendre que ces projets du gouvernement, ils ne rentrent pas réellement dans la logique de la loi sur l'aménagement du territoire? Bon, parfois les décisions que les autorités prennent, il faut savoir que ça peut arriver qu'ils prennent aussi une décision qui soit d'ordre purement politique, hein, pour des intérêts, pour garantir les intérêts du pays, et en passant outre le respect de certaines procédures qui sont déjà établies. Mais je pense que dans le cadre de l'aménagement du territoire, rien n'est perdu, parce que je pense que l'affectation de ces espaces à des activités, par exemple, pétrolières, doivent aussi répondre ou doivent se conformer, parce que la loi prévoit la conformité des opérations ou projets de cette envergure à la vie, on appelle ça la vie conforme aux outils d'aménagement du territoire. Donc, il faudrait que toutes ces opérations ou projets, que ce soit miniers, pétroliers, doivent se conformer aux différents outils d'aménagement du territoire qui sont consacrés par la loi. Sinon, si ça ne se conforme pas, donc ça sera difficile pour que la mise en œuvre puisse vraiment être effective. N'est-ce pas là aussi ce qui justifie aussi la crainte de certains Congolais qui pensent que les lois en RDC, ce n'est pas ce qui manque. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une loi qui est promulguée, qui ne sera peut-être pas respectée demain, et le lendemain, on va toujours tourner en rond. Oui, hein, justement, les problèmes de notre pays... N'avez-vous pas aussi peur de ça, vous, la société civile? Bon, c'est vrai que ça, c'est une réalité. Hein. C'est une réalité. Notre pays, nous avons beaucoup de textes, de lois, mais qui souffrent de mesures d'application. Raison pour laquelle je vous disais que pour cette loi, une autre étape cruciale qui nous attend, c'est aussi de pouvoir militer pour la prise de ces mesures d'application pour que la loi ne demeure pas seulement muette, quoi. Il faudrait vraiment qu'il y ait des mesures d'application de toutes les dispositions qui sont consignées dans la loi. Alors, la société civile... C'est ce qui n'est pas très facile. Hein. Oui, ce qui n'est pas facile, ce qui n'est pas aussi impossible. Il faut considérer que la loi, donc les codes forestiers par exemple... Voilà, un cas typique. Vous avez une loi, mais qui souffre de mesures d'application. Voilà. Mais pour cette loi, donc nous pensons que toutes les contraintes que j'ai dit à énumérer, ça démontre la volonté que les pays ou que nos autorités ont de pouvoir en tout cas moderniser la gestion de l'espace physique. Et cette modernisation ne pourra être effective que si on a des textes qui garantissent aussi le respect de toutes ces dispositions et de ces principes qui sont consacrés. D'où, c'est d'ailleurs l'occasion pour nous-mêmes en tant que société civile, de faire comme un plaidoyer au niveau du ministère pour la mise en place d'une commission ad hoc qui sera chargée de l'élaboration de ces mesures d'application. Parce que comme on inclut le principe de la participation de tous les acteurs dans le processus, nous pensons que même dans l'élaboration des mesures d'application, il serait quand même important de faire participer aussi d'autres acteurs comme ça s'est fait dans d'autres sectoriels, où la société civile aussi essaye de participer, essaye d'enrichir les textes, l'arrêter avant d'être pris. Et je crois que ça sera une bonne chose, ça nous permettra en tout cas de matérialiser la mise en œuvre de cette loi qui est d'importance capitale pour le pays. Voilà, c'est une loi très importante pour la RDC, mais aussi une loi qui déjà d'emblée semble être torpillée. Excusez-moi d'utiliser ce terme, parce que quand je vois par exemple le projet Couloir Vert Kivu-Kinshasa, rien n'a été respecté, mais pourtant les projets de loi existaient, la politique
même sur l'aménagement du territoire existait, mais la manière dont les choses se sont passées avec les couloirs verts, les projets couloirs verts, ça n'a pas répondu quand même à ces principes de l'aménagement du territoire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bon, oui, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais c'est comme je disais. Nous sommes dans un pays où parfois la politique prend certains principes en état, certaines procédures exigées, établies même par d'autres textes en état. Et donc, je pense qu'il y a un grand travail à faire à ce niveau-là. Est-ce qu'on va dire que, bon, comme ça a été pris, il n'y a plus possibilité de pouvoir faire arrière pour essayer de corriger? Je pense qu'il y a toujours cette possibilité-là. Parce que les décisions qui doivent être prises par les autorités doivent viser beaucoup plus l'intérêt communautaire, l'intérêt de la nation. Donc, quand la nation déjà crie que voilà, tel élément, nous estimons que ça pose problème, on peut quand même reculer, mettre tous les acteurs ensemble pour essayer de réfléchir sur la manière apparemment, à ce niveau-là, vous n'êtes pas entendu. Je sais que vous avez mené beaucoup de plaidoyers. Oui, beaucoup de plaidoyers sont menés dans ce sens-là pour la mise en place d'un cadre multi-acteurs pour qu'on essaie un peu de discuter, d'échanger autour de certaines questions parce que ces couloirs, vous avez vu la taille, hein? Une aire protégée à vocation communautaire, mais il ne faudrait pas que ça vienne encore. Vous mettez en place une aire protégée dans l'optique d'améliorer les conditions de vie des communautés, mais il ne faudrait pas que dans la mise en œuvre, les communautés se sentent en insécurité. Donc il faudrait quand même qu'on tienne compte de certains préalables pour garantir non seulement le développement national, mais aussi garantir le droit de tous les acteurs qui interviennent dans les différents domaines. Alors, Maître Nguilima, la loi, elle est là. Elle est promulguée. Elle est donc opposable à tous. Ouais. Et quel va être le rôle de votre organisation, CAGEDFT, dans la suite? Quel rôle comptez-vous jouer? Bon, comme toujours, hein, nous sommes une organisation de la société civile. Notre rôle... c'est plus d'appuyer, hein, d'apporter un appui qui peut être technique à l'administration. Notre rôle consisterait à maintenir cette collaboration avec les différents ministères, notamment l'aménagement du territoire et l'administration, pour que les différentes étapes qui viennent, nous puissions continuer à travailler ensemble et pour le bien du pays. Les moyens sont là. Bon, les moyens, il faut dire que les moyens sont toujours limités. Hein. Les moyens dépendent parce que je sais quand même qu'il y a subventions que nous avons. La RFN qui intervient, je sais que les moyens sont là. Bon, oui, certes. Vous l'avez cité, je pense qu'après l'émission, j'aurai quand même l'argent pour la publicité de la RFN. Vraiment. Mais il faut souligner que les projets à une durée, hein, une durée. Donc, vous pouvez commencer et avant même de procéder à d'autres étapes, les projets arrivent à terme. Donc, ça ne vous permet plus d'aller comme nous allons dans plusieurs provinces pour renforcer les capacités des acteurs étatiques et non étatiques sur les différentes réformes qui sont en cours et discuter sur des questions qui concernent les secteurs de l'environnement et les autres. Donc, nous pouvons nous sentir limités à un moment donné. Et c'est à ces niveaux-là que nous lançons l'appel, hein, parce que la société civile est le pluriel. Si moi, aujourd'hui, je n'ai pas de moyens pour poursuivre les activités, je crois qu'il y a d'autres organisations, aussi des partenaires qui leur donnent des moyens. Donc, c'est ça l'occasion qui nous est donnée pour procéder à la vulgarisation de cet outil important. C'est une étape très importante, sensibiliser, vulgariser. Donc, la vulgarisation, la sensibilisation et la mise en œuvre, la mise en place des mesures d'application de la loi. Ce sont des étapes très importantes qui nécessitent des financements. Oui, des financements. Okay. Il nous faut des financements. Mais est-ce que vous pensez que cette loi offre des opportunités, surtout aux communautés locales et aux peuples autochtones? Bon, une loi qui vient pour organiser. Ça veut dire qu'avant, il y avait un désordre et maintenant, elle vient
pour organiser les espaces où vivent même les communautés locales, les peuples autochtones pygmées, qui hier étaient marginalisés. On pouvait les délocaliser de leur milieu de vie sans même respecter le principe de l'expropriation, de l'indemnisation en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. Et grâce à cette loi, on a même consacré ces principes-là. On a consacré ces mécanismes lorsque vous venez pour délocaliser ces communautés de leurs espaces de vie pour la conduite des opérations d'aménagement du territoire. Il faudrait que ces communautés soient indemnisées. Donc ça aussi, c'est une des innovations que la loi apporte en faveur des communautés locales et peuples autochtones pygmées. Il faut quand même le souligner. Est-ce que la loi prévoit des infractions? Oui, la loi prévoit des comportements ou des infractions, et aussi ce sont en fait des sanctions pénales et administratives pour tout acteur qui irait dans le sens de violer les principes, les dispositions qui sont contenues dans la loi dans le cadre de la conduite des opérations d'aménagement du territoire. Donc il y a quand même des sanctions pénales qui sont prévues et des amendes. Et au niveau des sanctions administratives, malheureusement, dans la loi, je n'ai vu qu'une seule sanction qui est prévue pour toute autorité qui prendrait un acte qui irait dans le sens de violer les prescrits ou les principes, la procédure liée aux opérations d'aménagement du territoire. Donc cet acte-là, la sanction, ça sera la nullité. Donc c'est la seule sanction que j'ai pu... La personne qui a pris l'acte n'est pas poursuivable. Donc une autorité. Elle n'est pas poursuivable. Non, c'est-à-dire son acte-là peut être attaquable. Oui. Pour annihilation. On peut attaquer l'acte d'un gouverneur, l'acte d'une autorité. Mais la personne elle-même, elle ne peut pas être attaquée. Non, on attaque son acte. On est vraiment dans un contentieux administratif, quoi. Okay. Donc on attaque cet acte-là pour annihilation de la décision qu'il a prise, qui n'a pas respecté le principe ou qui ne s'est pas conformé à l'esprit de la loi. Pensez-vous que ce régime est suffisant? Non, ce n'est pas vraiment suffisant parce qu'il fallait vraiment l'élargir. Il ne fallait pas que ce soit seulement une seule sanction. Il fallait prévoir, comme ils ont parlé, des sanctions administratives. J'attendais voir toute une litanie quand même des sanctions. Mais là, ils ont restreint. Espérons que dans la mise en œuvre, dans les mesures d'application, on pourra peut-être élargir les champs. Et aussi, un autre souci que j'ai relevé, au niveau des sanctions, c'est qu'on n'a pas déterminé la prescription, qui est un délai en dehors duquel, quand est-ce l'action publique peut être mise en œuvre et quand est-ce que ça peut s'éteindre. Donc, je n'ai pas vu dans la loi, on n'a pas fait ressortir la prescription pénale. Donc, ça aussi, ça pose un peu de soucis. Mais comme j'ai dit, on peut toujours rattraper au niveau de mesures d'application. C'est une œuvre humaine qui peut Oui, ça ne manque pas d'imperfection. Donc, on peut toujours être intégré, pris en compte dans les différentes mesures d'application qui seront prises. Alors, comment vous entrevoyez l'avenir de la RDC avec cette loi? En tout cas, pour moi, je suis très content. Et aussi notre organisation CAGDFT, que les pays soient dotés de cet outil important. C'est cette loi. Ça manquait parce que vous êtes Congolais. Vous voyez les désordres qui règnent dans les affectations des espaces. Donc là, c'est vraiment de l'anarchie. On construit là où on veut, on ne respecte pas le principe, même dans des zones interdites, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et puis aussi, vous enregistrez pas mal de conflits, des superpositions, des titres, des droits, tout ça. Ça ne permettait pas vraiment, même en termes de climat, d'affaires, aux opérateurs de venir vraiment travailler en RDC, investir. Mais quand vous avez une loi qui vient vraiment pour planifier, organiser, coordonner, comment est-ce que la gestion des espaces physiques doivent se faire, donc je pense que
tout Congolais ne peut qu'être très content d'avoir une telle loi. Ça peut attirer les investisseurs. Attirer les investisseurs et surtout que ça met un accent sur non seulement l'utilisation rationnelle, mais aussi ça met l'accent sur les développements. Les développements, et je pense que c'est ça le plus grand défi que nous avons dans notre pays, c'est lui de développer nos espaces, nos territoires, qui demeurent enclavés. Donc, je crois que c'est vraiment une opportunité d'avoir cette loi. Et nous remercions en passant les Mineta Guy Luando Mboyo. Et c'est grâce à lui, sous le leadership du président de la République, du Premier ministre, que nous avons obtenu cette loi, sans oublier nos députés. J'étais là, j'ai vu comment est-ce qu'ils travaillaient, parce qu'ils étaient déjà presque vers la fin de la clôture de la session parlementaire. Mais ils ont tout fait, ils se sont sacrifiés pour que, en tout cas avant d'aller en vacances, que nous puissions, que ces textes soient adoptés et envoyés pour promulgation. Trésor Nguilima, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Alfred. Je pense que c'est la première fois, mais pas la dernière fois. Effectivement. Donc, nous aurons le temps parce que c'est la loi qui vient d'être promulguée. On a juste survolé la loi, mais je pense que lors de la prochaine édition, nous allons entrer un peu article par article pour comprendre qu'est-ce que cet article veut dire. Il faut que les Congolais comprennent, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette loi. Exactement. Alors, quant à moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette édition spéciale dédiée à la promulgation de la loi sur l'aménagement du territoire. Je vous fixe rendez-vous prochainement avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.